Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous rappeler que j'ai lancé un nouveau jeu concours qui va durer jusqu'au 10 septembre. Et ce jeu concours est très simple. C'est un jeu où vous n'avez juste à inviter vos amis sur notre Discord. Pendant un mois, vous pourrez inviter un maximum de vos amis et les 3 personnes qui inviteront le plus de personnes se verront distribuer les récompenses. Tous les lots sont pour les gagnants réciproquement 200 $, 100 $ et 50 $ à gagner en USDT. Pour le bien de ce concours, je vérifie évidemment les comptes invités. J'ai de quoi vérifier les faux comptes, les comptes bots, les doubles comptes, etc. Donc qui seront bannis immédiatement en cas de triche. Et c'est tout. Pour inviter un ami, je vous donne la manipulation également dans le Discord qui est très simple. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord si ce n'est pas fait. Et si vous souhaitez participer également à ce concours, vous le pouvez. Donc vous êtes les bienvenus. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit point sur une charte que j'ai fait un peu ce matin. Je me suis un peu amusé à la remodeler un petit peu. Et je vous en avais parlé dans le Discord, je vous l'ai posté, etc. Je l'ai aussi tweeté. Puis on fera un petit point un peu sur la crypto. Pour parler de cette charte, en fait, c'était un peu un remodelage de ce qu'est les cycles démographiques, un peu en sorte de mieux comprendre de quoi il s'agit. Je vous ai fait un petit texte pour justement expliquer un peu tout ce que c'est. Avec une question existentielle, c'est à quel point le prix des stocks est élevé. Ça, c'est une question auquel on pourrait répondre en se focalisant surtout sur l'unité de mesure utilisée pour mesurer le marché boursier, donc ici le dollar, et comprendre comment les politiciens ont pu jouer sur cette valeur du dollar pour aider tout simplement le marché à au moins se maintenir, à éviter de vivre de nouveaux cracks comme on a pu le vivre dans le passé. Comme je l'ai noté, à mesure que les générations traversent les économies de leur cycle de vie, et par définition les marchés boursiers, ils se développent et se contractent en fonction des flux monétaires. Donc, nos chers politiciens qu'on élu grâce au vote ne peuvent pas se permettre de laisser le marché corriger et se contracter naturellement. Et par conséquent, il va falloir tout simplement, on va dire, sacrifier le pouvoir d'achat de notre chère monnaie pour pouvoir garder une économie qui grandit. C'est simple, c'est si vous avez par exemple un stock, ce marché boursier vaut 1 $, vous décidez du coup de réduire cette valeur du dollar, eh bien tout simplement grâce à ce système d'inflation, cet indice boursier qui valait 1 $ va augmenter en prix en fait, grâce tout simplement au sacrifice du pouvoir d'achat du dollar. Et comme personne ne veut se retrouver, on va dire, la tête sous la guillotine puisqu'il aura causé énormément de dégâts en laissant un marché boursier se casser la gueule, et bah, c'est le but de nos chers politiciens dans les moments les plus difficiles, d'agir et de proposer tout simplement des mesures pour aider le marché à être soutenu. Comme je l'ai noté, du coup, cette politique ne peut laisser place qu'à l'inflation des prix, forcément. On peut se demander dans quelle mesure le cours des actions est une croissance réelle par rapport à un simple ajustement de la dépréciation de la devise dans laquelle il est évalué. C'est tout simplement, si je dévalue mon dollar, est-ce que l'indice boursier que je regarde actuellement prend réellement de la valeur ou est-ce qu'il monte juste parce que je dévalue mon dollar? Pour répondre à cette question, on pourrait tout simplement enlever cet effet d'inflation à cette charte pour pouvoir voir la valeur réelle. C'est notamment ce que j'ai pu faire sur une précédente charte, c'était celle-ci, où voilà, on a tout simplement notre SP500, donc ici tel qu'on le connaît, et on a en dessous une autre charte, donc qui est le SP500 divisé par le WM2NS. C'est tout simplement donc l'agrégat monétaire M2 non désaisonnalisé qui est publié par la Fédérale Réserve Banque de Saint-Louis, donc la FRED. La M2, c'est la mesure de la masse monétaire qui inclut du coup M1, c'est tout ce qui est billets, pièces, dépôts à vue, compte chèque, avec d'autres éléments, etc. Je ne vais pas en venir dans les détails, j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus trop.
Donc ça représente du coup une masse monétaire. Et du coup, le fait de diviser ce SP500 par cette masse monétaire, on obtient tout simplement, on va dire, la réelle valeur du SP500 ici, tel qu'on devrait le connaître. De cette charte, on voit bien que en termes de réelle valeur, actuellement notre SP500 n'est pas encore au-dessus de la réelle valeur qu'on avait connue en 2000 pendant la crise d'Internet, la dot-com bubble. D'une part, ça nous indique que cette énorme croissance qu'on connaît sur le SP500, sur nos graphiques habituels, est plutôt causée justement par la dévaluation du dollar et non parce que le SP500 gagne de la réelle valeur. Voilà pour cette petite aparté. Comme j'en ai parlé, donc on peut se demander si la mesure du cours d'action est une croissance réelle par rapport à un simple ajustement de la dépréciation. Nous sommes de nouveau passés dans notre cycle attendu de dévaluation de monnaie, donc ce qu'on appelle le fear cycle, donc qu'on a connu pendant cette phase de 2000 à 2017, qui était notre phase de fear cycle, cette phase où justement cette génération, ici les baby boomers, commence à rentrer en retraite et du coup, on va dire que le fait que cette génération rentre en retraite et que la prochaine génération n'est pas encore totalement rentrée dans l'économie réelle, l'économie va être un peu plus fragilisée, va être beaucoup moins forte. Et du coup, ce qui pourrait mener à des corrections naturelles des marchés, puisque forcément les résultats ne seront pas forcément adaptés à de la croissance, et il va falloir trouver des moyens pour pouvoir aider le marché à être soutenu, faire en sorte qu'il ne se casse pas la gueule comme on a pu le connaître pendant l'énorme crise de 1929, dont on va parler juste après. Pendant cette phase ici de ce fear cycle, cette mesure entreprise pour pouvoir aider les marchés à être soutenus, c'est ce qu'on avait du coup appelé le QE, le quantitative easing. Donc on va en revenir juste après. Et du coup, le marché l'a accepté. La monnaie a été dévaluée et les baby boomers sont confortablement dans leur retraite maintenant. On a pu dévaluer la monnaie. Donc si on dévalue la monnaie, on a tout simplement ici cette phase où le marché consolide un peu, tout simplement, puisqu'on va aider artificiellement le marché à se soutenir. Et maintenant, on se dit à quoi s'attendre pour le futur. À quoi s'attendre pour le futur, ça signifie plutôt savoir quel sera l'effet des millennials, la génération actuelle, sur l'économie. Et pour aider à répondre à cette question, on peut tout simplement se représenter l'effet qu'ont eu les précédentes générations pendant leur phase d'expansion. La Greatest Generation, ici en jaune, qui est la phase de cycle de 47 à 65, et des baby boomers en bleu, qui est tout simplement cette phase ici de 82 à 2000. Une simple conclusion, c'est qu'on peut encore attendre à voir les prix croître durant notre grid cycle et finalement atteindre leur année de gain maximale dans les 10 prochaines années, c'est-à-dire aux alentours de 2035. Date pivot où on pourra s'attendre à notre top de marché, s'attendre à cette fin de croissance sur ce cycle et rentrer dans une nouvelle phase de cycle qui sera notre fear cycle où on pourra s'attendre à de la consolidation de marché pendant 17 ans et demi. Maintenant, on va parler un peu plus de l'aspect historique de cette charte, de comprendre tout le pourquoi du comment. Ça a principalement commencé du coup en 1929 lorsque Herbert Hoover, qui était le président des US de 1929 à 1933, a pris du coup position, a pris possession de la Maison Blanche. Il a été donc élu président et il sera resté dans l'histoire comme l'un des présidents les plus impopulaires de son époque. Pas seulement parce qu'il n'a pas voulu soutenir la bourse, mais pour d'autres tas de raisons. Hoover qui est président, ça signifie quoi? Ça signifie que on a eu un marché boursier qui s'est effondré, des banques qui ont fermé et notamment un chômage qui a explosé, notamment de plus de 25%. Et notre ami Hoover a été vraiment jugé comme inactionnaire et trop orthodoxe face à la crise parce qu'il était partisan du laisser-faire. Il était partisan il faut laisser les choses se faire naturellement. Si ça monte, tant mieux. Si ça baisse, tant pis, c'est comme ça. Et du coup, il a été beaucoup mal vu puisque du coup, il refusait l'intervention massive de l'État. Comme je l'ai dit, il était partisan il était très individualiste, c'est-à-dire que c'est un peu chacun se débrouille, chacun se démerde. Il pensait que l'État ne devait pas intervenir directement dans l'économie,
ni distribué d'aide massive aux chômeurs, ce qui a mené du coup à à ce qu'on ait une perception d'un président qui est totalement indifférent face, à la misère sociale. Il a également, eu un soutien qui était très, très limité et très tardif par rapport aux banques et aux entreprises. C'est pour cela qu'il a attendu, 1932, donc au niveau de ce bottom ici, pour, lancer justement, le Reconstruction Finance Corporation en 1932, justement pour prêter aux banques et aux grandes entreprises. Mais par contre, il refusait que cet argent aille directement aux chômeurs. On avait cette image aussi de ce président, qui sauve un peu, Wall Street, mais pas Main Street. Donc je ne sais pas si vous connaissez un peu cet adage, mais Wall Street, ça fait tout simplement référence du coup au marché boursier, et Main Street, ça fait référence tout simplement au peuple, qu'il préférait sauver, la bourse plutôt que le peuple. Et puis voilà, forcément, dû à ce chômage, à ces galères sociales, on avait aussi un manque de soutien donc populaire. On avait également eu pendant, une période qu'on appelait des Hoovervilles. Il y aura un petit cut dans la vidéo, désolé, j'ai eu un petit bug avec internet. Pour reparler des Hoovervilles, c'est du coup ce que vous voyez ici. Donc c'était tout simplement des bidonvilles de sans-abri qui ont été nommés ainsi, à cause de justement, pendant la Grande Dépression, de la crise d'Hoover, enfin la crise causée par Herbert Hoover. Donc un terme anglais désignant une série de bidonvilles, pendant que Herbert Hoover était tout simplement, à la tête du pays. Voilà, c'est tout simplement ces bidonvilles ici. Et du coup, tac, et du coup, forcément, beaucoup, d'Américains, l'accusaient de laisser le pays s'enfoncer. Forcément, on a eu affaire donc à des différentes mesures pour aider justement le marché à se relever un petit peu. Lorsque Herbert Hoover, heu est parti de la Maison Blanche. C'est ensuite, Franklin, Roosevelt qui a été élu en 1932, et notamment grâce à son New Deal, et qui a pu rompre un peu cette ligne de désespoir, de l'Amérique, et pouvoir redonner, confiance. Le New Deal a pu aider à redonner confiance et à stabiliser le système financier en recréant pardon des bases, solides. C'est-à-dire que du coup, on a fait en sorte de stabiliser le système bancaire. On avait des fermetures temporaires des banques, ce qu'on appelle, du coup des banques holiday. Création de la FDIC, c'était tout simplement la Federal Deposit Insurance Corporation, où on pouvait garantir les dépôts et les épargnants n'avaient plus peur de perdre leur argent. Forcément, ça résulte à un retour de confiance, une reprise de crédit, du coup, ce qui est notamment moteur de l'investissement. On a eu aussi des réformes de Wall Street, notamment avec le Securities Act de 1933 et celui de 1934, où on a eu, du coup, une obligation de transparence pour les entreprises cotées, les interdictions des manipulations boursières, création de la SEC, de la Securities and Exchange Commission, pour réguler les marchés. On a eu aussi, de la relance, budgétaire massive, donc dans les dépenses publiques et dans les grands travaux, des programmes d'emploi, pour distribuer davantage de revenus, pour, motiver à la consommation, et cetera. Lancer aussi recréer du bénéfice pour les entreprises, et du coup, ça a valu aussi une dévaluation du dollar et une sortie partielle, de l'étalon or, avec une politique monétaire du coup beaucoup plus souple, et tout cela a pu mener tout simplement, on va dire, à une reprise de confiance dans le marché. On est ici dans les années 1932, 33, 34 et ainsi de suite, où on commence à redonner un petit peu confiance à l'économie. On essaie de recréer quelque chose de stable, de durable. Puis on a eu tout simplement, le retour, l'arrivée de la Greatest Generation dans l'économie, que dans cette phase de credit cycle, jusqu'à ce qu'on ait notre top de marché en 1965, et le retour des fear cycle, et ce top où le président en cours se dit: «OK, je ne veux pas être le prochain Herbert Hoover. Je veux pas finir, dilapidé sur la place publique. Donc je fais en sorte d'aider le marché à être soutenu, ne pas faire en sorte qu'il se casse la gueule comme il l'a fait, pendant la période de la Grande Dépression». Ici, on a eu, le retour de différentes, réformes pour pouvoir aider le marché à se maintenir, et ces différentes réformes, c'est du coup ce qu'on a ici, c'est un peu le Nixon shock.
et le Saving and Loan Crisis. Ça, on va en parler. Donc le Nixon Shock, c'est tout simplement le fait qu'on ait arrêté Bretton Woods. C'est-à-dire que depuis Bretton Woods, depuis 1944, le dollar était adossé à l'or. Et on a décidé que, avec la décision de Nixon, la suspension justement de la convertibilité du dollar en or, la fin de Bretton Woods, la fin de l'étalon or, et du coup, c'est tout simplement le début des taux de change flottants des dollars entre elles, où du coup, où on fait en sorte que le dollar se met, on va dire, à flotter, et du coup, on peut commencer à le déprécier, à le dévaluer. On a eu une forte inflation dans le marché américain, dans le marché en général, même mondial. Cette inflation mondiale dans les années 70 due au choc énergétique et au pétrole. Et du coup, ce qui a permis du coup à long terme aux États-Unis d'avoir une plus grande flexibilité monétaire, mais du coup qui n'était pas sans risque, puisque le risque à prendre, c'était du coup d'avoir un cycle inflationniste majeur, un gros cycle d'inflation. Et dans les années 70, l'inflation était vraiment très très énorme. Puis nous avons eu également le Savings and Loan Crisis dans les années 80, 90. Ça a vraiment commencé dans les années 80. On a eu tout simplement une crise comment dire, on avait tout simplement les Saving and Loan Association, pardon, qui étaient des caisses d'épargne US spécialisées dans le crédit immobilier. Et du coup, dans les années 70-80, on avait eu du coup une inflation et une hausse brutale des taux d'intérêt jusqu'à 20%, comme j'en ai parlé juste avant. Ces associations, ces caisses d'épargne qui prêtaient à des taux fixes bas se sont retrouvées vraiment, on va dire, dans la merde, puisqu'elles devaient rémunérer les dépôts à taux élevés, mais qui encaissaient des prêts anciens à faible rendement. Ça signifie que on encaisse très peu d'argent, mais derrière, on devait dépenser énormément pour les dépôts. En fait, c'est tout simplement un manque de bénéfices et derrière, c'est une crise puisqu'on n'est plus capable d'être solvable. Un tiers de ces Saving and Loan Association ont fait faillite avec une perte totale estimée à peu près 150 milliards de dollars, dont plus de 100 milliards pris en charge par le contribuable. La conséquence, c'était d'avoir du coup un énorme scandale financier et politique avec de nombreuses fraudes. On avait eu une perte de confiance dans le système financier US au début des années 90. Et puis, du coup, ce qui a mené à de futures réformes réglementaires plus strictes. Voilà pour ce point, jusqu'à ce qu'on ait du coup l'entrée en jeu maintenant des baby boomers dans cette phase où de 82 à 2000, où justement le marché a pu exploser. Et on a eu ensuite l'arrivée de la bulle .com en 2000, l'explosion, cette crise dans les années 2000. Également la crise des subprimes en 2008. Et là, on a eu quand même, on a eu affaire à deux grosses crises quand même très importantes qui auraient pu être beaucoup plus destructrices, mais dont on a su comment dire, absorber un peu cette crise pour éviter d'avoir des effets trop importants, et notamment grâce du coup à ce qu'on appelle le quantitative easing, donc qui est une politique monétaire qui est utilisée par les banques centrales lorsqu'elles veulent stimuler l'économie, mais que les taux d'intérêt sont déjà proches de zéro. Les banques centrales ont plusieurs leviers, deux leviers principaux sur lesquels jouer pour essayer de stimuler l'économie. C'est les taux d'intérêt, et c'est du coup maintenant ce qu'on appelle le quantitative easing, c'est cette stimulation de l'économie en renflouant, on va dire, l'économie d'argent. Étant donné que les taux d'intérêt étaient déjà basses, étaient déjà à zéro, on ne pouvait plus jouer sur ce levier-là pour essayer de stimuler l'économie. La Banque centrale a décidé de faire de la création massive de monnaie pour acheter des actifs financiers, principalement des obligations d'État ou des ETF, pour pouvoir stimuler l'économie. Le QE, c'est un mécanisme qui est simple. Elle crée de la monnaie électronique, donc à partir de rien, c'est ce qu'on appelle de la création ex nihilo, à partir de rien du tout. Elle utilise cette monnaie pour acheter des actifs financiers, des obligations, des obligations d'entreprise, d'État, etc. Les banques et investisseurs qui vendent ces actifs, eux, vont récupérer du cash qui est neuf. Si la banque achète pour 500 $,
admettons une obligation avec de l'argent qui est parti de rien. Moi, si derrière je suis la contrepartie et qu'eux, s'ils achètent, c'est qu'il y a un vendeur, je suis ce vendeur, bah, les 500 je les récupère et je peux le retirer et l'argent est maintenant dans l'économie. Cela augmente du coup la liquidité dans le système et qui pousse les taux longs à la baisse, forcément puisque si on achète énormément, d'obligations et le prix des obligations va augmenter, donc en contrepartie, les taux d'intérêt vont descendre. L'objectif du QE, il est simple, c'est du coup de baisser les taux d'intérêt à long terme. Donc emprunter devient moins cher pour les ménages et les entreprises. On stimule du coup le crédit et l'investissement. On essaie de faire du coup une reprise économique. On soutient les marchés financiers grâce à la hausse des actions et des obligations. On crée un effet de richesse. Donc forcément, si ton portefeuille d'actions immobilières monte, tu vas consommer davantage puisque tu vas avoir plus d'argent à pouvoir dépenser. Et on évite la déflation car en injectant justement, la monnaie, on pousse à la hausse des prix, du coup à l'inflation. On a eu ces phases, voilà, de QE, notamment pendant la phase surtout de 2008 avec la crise des subprimes, lorsque la Fed a lancé le QE en achetant des milliers de milliards de dollars de dettes. On a eu également la BCE sous Mario Draghi qui avait lancé, un QE massif en Europe, pendant la période de 2015-2018 environ, pour faire une baisse des taux et un redressement du crédit. Et le prochain QE qui nous reste le plus à l'esprit, c'est le QE vraiment XXL que les banques centrales ont lancé donc en 2020, pendant la période Covid, où ils ont acheté, énormément de dettes publiques et privées pour éviter un effondrement, économique. Et voilà que maintenant, voilà, on est dans cette phase de grid cycle derrière, où il est peu probable qu'on ait besoin vraiment d'une mesure, d'une politique monétaire, qu'on ait besoin vraiment d'un geste, on va dire, des politiques pour nous aider à soutenir l'économie, ce qui devrait se faire plutôt naturellement dans cette phase de cycle, puisque maintenant les millennials sont présents, sont maintenant dans l'économie grâce à leur force de travail et qui crée du coup de la valeur, et cetera. Tout un cycle et du coup cette phase, devrait se poursuivre jusqu'en 2035. Donc, encore, 10 belles années devant nous de croissance, sur les soft assets, les paper assets, tout ce qui est, les actions et cetera, les actifs à risque sur cette période jusqu'en 2035. Voilà pour ce petit point sur les cycles démographiques. Ouais, j'ai fait un petit point quand même qui a été quand même assez long. Mais qui est quand même plutôt, général, plutôt bien détaillé. J'ai pas trop fait d'impasse sur quoi que ce soit, j'ai été vraiment un peu jusqu'au bout. C'est vraiment une vidéo qui va valoir le coup, à être, lue et relue et étudiée pour ceux que ça intéresse. Et derrière, on va faire du coup un petit point crypto. On va faire ça, on va regarder un petit peu XRP, ça fait longtemps. XRP, où on avait du coup, parlé qu'on avait, une belle bataille entre les vendeurs et les acheteurs. Les vendeurs qui avaient des signes quand même de divergence, sur les indicateurs avec ce top qui a été créé. Cette consolidation, donc consolidation qui était plutôt, bien vue pour les acheteurs, pour les bulls et on a eu du coup un nouvel ATH avant même que derrière le prix du coup, se retourne un petit peu et se remette à consolider. À l'heure actuelle, pour moi, il n'y a pas forcément de gros warning concernant XRP. Si je tradais ce setup R2D2 sur, XRP par contre, on avait atteint les 0,66. 0,66 ça signifie que je déplace mon stop en trailing stop, que je vois quand même qu'on a ce potentiel M ici en weekly, dont on est venu chercher la neckline. Donc moi, si j'avais tradé ce setup sur ce M ici, je serais déjà sorti, admettons. Mais pour moi, XRP reste tout de même dans une poursuite haussière actuellement. On reste quand même haussier. Pour l'instant, il n'y a rien de très dramatique. On fait juste un petit repli actuellement. On trouve un support sur les moyennes mobiles. Attention tout de même à ce qu'on ne veille pas à confirmer ces divergences baissières par la suite. Rien sur l'OBV, mais par contre, on a cette potentielle divergence baissière sur MACD, ici, voilà, où justement on pourrait avoir ce M tac, qui pourrait se confirmer. Et si on se confirme ici le M, si on le confirme, on va confirmer la divergence baissière. On va confirmer la divergence baissière.
et du coup, ça pourrait être, assez, dangereux pour XRP, d'ici là. Mais comme je l'ai dit, pour l'instant, il y a quand même, enfin, il y a quand même de la route avant qu'on vienne confirmer cette divergence. Il y a du temps devant nous. Donc pour moi, là, à long terme, et je m'inquiète pas trop. On reste quand même dans une tendance haussière. Nos moyennes mobiles restent sur un golden cross weekly. On reste quand même dans une tendance haussière sur les moyennes mobiles. Pour l'instant, c'est simplement un simple repli dans lequel on pourrait essayer de trouver un support par la suite pour essayer de rebondir. Là où je vais commencer vraiment à m'inquiéter, si vraiment je devais commencer à m'inquiéter sur XRP, ça serait la perte de ce lot ici. Donc, on avait le plus bas ici à 1,63. Une perte des 1,63, bah, vous pouvez voir que là où on faisait des nouveaux plus hauts, on n'aura pas réussi à faire un nouveau plus bas plus haut, et on reviendrait remettre quand même en question la tendance. Si on remet en question la tendance, on risque d'avoir un rebond, et derrière, ça va se jouer sur ce rebond. Est-ce qu'on va essayer de consolider pour repartir? Dans ce cas-là, c'est bon signe. Ou est-ce qu'on va consolider, se retourner, et du coup, si on repère le lot qui aura causé le rebond, vous voyez du coup qu'on aura un très beau M présent sur le marché. Et là, je pense que ça sera la fin de ce cycle pour XRP. Pour le moment, c'est pas du tout le cas. On en est encore très très loin. Pour moi, là, je lis ça plutôt comme un simple repli sur XRP. Une simple petite correction, on va dire. Mais la tendance globale reste totalement haussière sur XRP, donc je me fais pas trop de soucis dessus. On pourra regarder un petit peu ce qui se passe sur du daily. Sur du daily, on voit qu'on avait eu aussi ce W ici. Et dans l'idéal, moi, ce que j'aime voir après un W, c'est de zoomer un peu sur une unité de temps un peu plus faible. Donc, par exemple, sur ce W weekly, me mettre par exemple sur du daily ou du 4 heures. Et ensuite, pour pouvoir, on va dire, naviguer avec le flow de la tendance causée par cette structure, je vais tout simplement chercher à trader ce que c'est ce setup, c'est de trader ce R2D2. Pour trader ce R2D2, je vais tout simplement me mettre sur la deuxième jambe de ce W jusqu'au top local. Et puis, je vais tout simplement mettre mon Fibonacci pour pouvoir analyser ce retracement. Actuellement, on avait vu qu'on avait fait un plus bas ici. Là, actuellement, si je devais jouer ce R2D2, là, ça serait mon premier décompte. Pour l'instant, ça serait mon premier potentiel lot. Dans l'idéal, ce que je voudrais voir, c'est tout simplement voir le marché consolider. Là, ici, on aurait notre premier lot. Consolider un petit peu, tac, tac. Peut-être deuxième lot, troisième lot. Vraiment une écriture compliquée. Mais voilà, à partir du troisième lot, j'encadre mon trade et je pourrais rentrer proche des 0,25 ou sur les 0,25. Dans l'idéal, on voit quand même qu'on a quand même une trendline qui se met en place ici. Dans l'idéal, ce que je voudrais, c'est vraiment que cette structure ne soit pas vraiment comme ceci, en fait, puisqu'on voit qu'on a le W avant la trendline. Moi, ce que je préfère quand je vois une trendline, c'est qu'on ait le W derrière. Parce que le souci, c'est qu'on peut avoir, par exemple, voilà, une bataille. On va batailler sur la trendline. On va break. Mais derrière, on n'a aucune structure pour soutenir le prix. Donc, c'est-à-dire que derrière la trendline, on pourrait très bien retomber dessus et se mettre à glisser sur cette trendline avant de trouver un bottom et de repartir. C'est ce que je ne veux pas voir justement. Ce que je veux, dans l'idéal, du coup, ça serait plutôt d'avoir un peu quelque chose comme ceci, où j'ai un low ici, tac, on consolide, on passe derrière la trendline. Ici, derrière, on me refait un W. Et dans l'idéal, j'ai ce W derrière la trendline. C'est mon signal pour me dire, OK, là, on est prêt. Et derrière, on repart pour XRP. On va voir ce que cette consolidation va nous donner. Est-ce qu'on est sur une consolidation qui sera suffisamment bien soutenue par les acheteurs pour créer plusieurs lots, pour essayer de créer ce R2D2, pour jouer justement la continuation de tendance après cette structure weekly? Il va falloir du temps un peu pour voir cette consolidation se créer. On est quand même sur du daily. Je pense que ça peut prendre encore au moins 3-4 semaines avant d'avoir potentiellement une base sur laquelle se fier pour pouvoir avoir un retour aussi d'XRP. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que ça fait quand même pas mal de temps que je blablate. Il va falloir quand même pour vous bien digérer toutes ces informations. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis à demain et du coup,
Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et laisser un commentaire, ça me soutiendrait énormément. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!